Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une émission un peu particulière qu'on vous propose cette semaine parce que toute l'équipe d'After Sunday était mobilisée au Bol d'Or le week-end dernier pendant le Grand Prix d'Aragon. Et oui, le Bol d'Or, c'est un événement national et international. Michel Turcot, Eric Sélis, Thomas Morcellino, Margot Levanto et moi-même, on était tous sur le circuit du Castellet. Donc, on vous propose un débrief très particulier, un débrief en visio pour ce Grand Prix d'Aragon. Et bien sûr, on parlera du bol d'or du centenaire parce que le bol d'or avait 100 ans. On retrouvera André de Paddock GP, notre partenaire, pour une question d'actualité qui fait polémique. Et puis on aura Mike Di Meglio avec nous, l'invité d'After Sunday pour ce débrief du Grand Prix d'Aragon, mais aussi du bol d'or, puisque Mike Di Meglio vient d'être titré champion du monde d'endurance. Il avait gagné plusieurs courses de 24 heures, mais jamais encore titré. Il nous en parlera. Il nous parlera également de ce Grand Prix d'Aragon qu'il a bien sûr regardé. C'est une émission After Sunday particulière, mais aussi particulièrement riche. C'est maintenant. Salut Michel, salut Margot. On est au lendemain du Grand Prix d'Aragon, on est au lendemain du Bol d'Or aussi. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. On était tous sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Je commence par toi. Michel, salut, comment tu vas? Comment ça se passe? Salut David, bah écoute, ça va bien, on est encore en train de bosser effectivement sur le bol d'or pour ma part, mais ce qui nous a pas empêché de suivre hier, avant l'arrivée du bol d'or, l'arrivée d'un Grand Prix d'Aragon mouvementé. Salut, écoute, bah, moi c'était un petit peu plus court mon bol d'or parce qu'il y a eu beaucoup de casses, on a pu le voir. Donc l'équipe, le team avec qui j'étais s'est arrêté au bout de 3h30, mais c'était sympa de voir, pour moi c'était mon premier, donc c'était sympa. Et en même temps de voir la course MotoGP assez animée aussi, comme Michel l'a dit. Il s'est passé énormément de choses. On regarde ça, on écoute ça, on débriefe ça. Le débrief de Michel Turcot, c'est tout de suite. Alors Michel, le débrief de ce Grand Prix d'Aragon, un Grand Prix catastrophique pour notre champion du monde en titre. Bah oui, un 0 point, même pas un tour de course. C'est vrai qu'on pouvait pas rêver pire scénario, d'autant que bon, ça aurait pu être encore pire si Bagnaia avait gagné, il termine que deuxième. Mais oui, c'est 20 points lâchés, donc bah, il avait 30 points d'avance, il en a plus que 10, donc c'est vrai qu'il reste 5 courses et voilà, la fin de saison, ça s'annonce très 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 tendu. C'est son deuxième résultat blanc cette année à Fabio et malheureusement, il est pas vraiment de son fait, hein. Alors, on va pas accabler tout de suite Marc Marquez sur cet incident. En revanche, on peut accabler Marc sur le deuxième incident qu'il a causé. Mais donc voilà, c'était le retour de Marquez à la compétition. Marquez qui est arrivé en déclarant, voilà, moi je suis là pour reprendre mes marques. Enfin, avec Marquez, c'est toujours un peu la même histoire, hein. Il revient pour reprendre ses marques. Il est là pour, bah, pas pour le résultat. Et puis, il est 13e sur la grille. Et puis, il prend le départ. Il veut gagner la course. Donc, en deux virages, il se retrouve devant Fabio. Voilà, une petite glissade de la roue arrière parce que c'est vrai qu'il est hyper agressif dans les deux premiers virages. Et là, Fabio le percute parce qu'il était vraiment collé derrière en espérant le repasser vraisemblablement sur le changement de direction suivant. Fabio tombe et un morceau du carénage de la Yamaha reste coincé dans l'arrière de la Honda. Bon, ça, Marquez s'en rend pas compte tout de suite. On peut pas l'incriminer. En revanche, dès qu'il veut actionner son variateur d'assiette à l'arrière, là, forcément, il y a un truc qui fonctionne pas très bien puisqu'il y a un morceau de la Yamaha qui est bloqué derrière. Et là, au lieu de se dire bon, il y a un problème, je m'arrête, il insiste. Et en insistant, bah, il va accrocher Nakagami et qui lui, bon, non seulement il s'est abîmé une main, mais il s'est fait vraiment très très peur. Il a failli être percuté par plusieurs pilotes qui étaient dans le peloton et ça aurait pu vraiment terminer encore par un drame. Alors bon, Marquez, bien évidemment, il voulait pas en arriver là. Il était allé s'excuser auprès de Nakagami. Mais enfin,
Est-ce que ça valait la peine de prendre autant de risques quand on revient à la compétition après une si longue absence? C'est vrai, Ouais. comme pas mal de journalistes ont fait remarquer en Espagne, depuis que Marquez n'était pas là, tout s'était bien passé. Marquez est de retour, Ouais. c'est un peu l'hécatombe. Donc, Nakagami, il n'y a pas si longtemps, c'était lui le mouton noir du paddock, Michel. oui, oui, il a commis des erreurs, mais c'est vrai que Marquez, on peut dire que, enfin voilà, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est son tempérament qu'il n'arrive vraiment pas à maîtriser, quoi. C'est toujours un peu pareil, quoi. Alors c'est vrai que c'est pour la beauté du sport d'avoir un gars qui est toujours à l'attaque, mais enfin, si on fait la liste des incidents dans lesquels il était impliqué depuis qu'il est en Moto 2, ils sont quand même légion, quoi. Donc ça serait bon, je pense qu'il n'arrivera jamais à se calmer, mais c'est vrai on se dit tout le temps, est-ce que ça va pas encore finir par un nouveau drame, quoi. Donc c'est un peu inquiétant, quoi. Toi, Margot, t'en penses quoi de Marquez? Il y est pour quelque chose ou c'est un fait de course? Pour la partie avec Fabio Quartararo, c'est un fait de course. Enfin, on le voit qu'il perd à l'arrière et que Fabio bute après sur sa roue. Alors oui, il se blesse. Après, enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il se rende compte forcément des dégâts au début sur sa moto et qu'il veuille forcer à ce point-là et donc après faire chuter Nakagami. Enfin, c'est pas volontaire, on le sait tous, hein. Mais pour moi, il n'y a pas forcément à l'accabler, mais c'est vrai que les faits sont là. Dès qu'il revient, il y a un petit peu plus de dégâts. Enfin, il y a des pilotes qui étaient dans le peloton. Je pense à Johan Zarco qui était aux premières loges et qui a pas manqué d'égratigner sur encore une fois son agressivité. Alors c'est vrai que Johan lui aussi, pourtant il s'y connaît en agressivité, mais c'est vrai que là voilà, c'est insister avec une moto qui a un problème parce que forcément il s'est rendu compte qu'il y avait un problème quand il a voulu enfin quand il a voulu baisser l'arrière de la moto. Bon, est-ce que c'était utile alors il joue plus rien au championnat, il est absent depuis 3 mois, voilà, je suis pas certain. On va faire un aparté juste pour s'excuser auprès de vous sur les petits sifflements qu'on entend. C'est pas notre ingénieur du son, c'est Michel. Toi, tu es au Castellet encore, on l'entend là, hein. Il y a un véhicule qui est en train de débarrasser Ouais, le bah ouais, paddock et ça c'est un peu perturbe. en travaux, c'est un peu en travaux. Ouais, il y a effectivement une machine qui fait du bruit. On est toujours un peu, c'est soit on est dans un camion, soit après voilà, on essaie de vous raconter et faire vivre ce qu'on a vécu en étant parfois encore au cœur d'action. Donc voilà, Au ça plus vite. va. C'est la vie, hein, c'est la vie. Ouais, ouais, au plus vite. Et d'ailleurs, on retrouvera le doc également dans l'urgence, le doc qui est en train de travailler sur le bol d'or avec toi, Michel. Donc, Ouais. euh, évidemment, Marquez fait, ouais, c'est pas la première fois, de toute façon, que Marquez est impliqué dans une polémique sur son tempérament, sur son agressivité. Et, bon, et Marquez, de toute façon, s'il y a une expression pour ça, Michel, c'est chasser le naturel, il revient au galop, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. Il y a une expression pour ça, Michel, c'est chasser le naturel, il revient au galop, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, il était, voilà, c'était son retour. Il a été performant, même s'il a raté son passage en Q2. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que Marquez est de retour. Retour remarqué pour Marc Marquez. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est cette fin de course complètement haletante entre Bagnaia et Bastianini. Est-ce que Bastianini va se permettre d'attaquer son futur coéquipier, le poulain de sa future écurie? C'est quand même dingue cette action de Bastianini. Il a du panache, ce garçon. Ouais. Vous en pensez quoi? D'abord, Margot, je voudrais ton opinion sur Bastianini. Est-ce qu'il doit jouer la course d'équipe pour que Ducati gagne face à une Yamaha? Ou est-ce que toi, tu comprends Bastianini? Moi, je comprends Bastianini parce que déjà, on a besoin de personnages comme ça. On en avait déjà parlé. On en a besoin. Et enfin, il a une Ducati, certes, mais à un moment, il y a 8 Ducati sur la grille. Donc forcément, elles se battent entre elles. Alors certes, ils seront coéquipiers l'année prochaine, mais mathématiquement, il peut encore jouer le titre. Donc tant qu'il n'y a pas d'accrochage, et ça reste. Enfin, moi, je le comprends et il est aussi rapide. Enfin, là, pour le coup, enfin, ils étaient tous les deux très rapides, mais il a les armes pour se battre pour la victoire. Pourquoi s'en empêcher tant que ça reste cordial? Nous, on veut de l'action en piste et tout le monde en veut.
On aime bien ça hein, dans la moto. C'est pas trop le cas en Formule 1 et dans le sport automobile où c'est très très mal vu ce genre de manœuvre. Et même on a déjà vu même des faux, enfin des pilotes, pour ne pas le citer, Nelson Piquet Jr., qui se mettent dans le mur pour favoriser un résultat d'équipe. Donc c'est l'opposé. Michel, toi, ton opinion sur cette manœuvre de Bastianini et est-ce que ça peut lui poser des problèmes, toi qui connais bien Ducati et le paddock? Bah, moi, je suis assez surpris. Je t'avoue que quand je m'attendais pas à ce qu'il tente de le dépasser, même si on avait vu qu'il avait essayé déjà à Misano. Voilà. Je pense que ce qui s'était passé à Misano avait fait réagir chez Ducati. J'imagine il a été certainement briefé. En tout cas, ouais, c'est super. C'est comme l'a dit Margot, c'est génial pour la course. Ça prouve que la moto, bah, ça reste un vrai sport. Voilà. Après, on peut aussi penser que, bah, comme l'a dit Margot encore, il reste mathématiquement titrable. Il reste encore 5 grands prix. Il savait que Fabio était tombé, donc il savait que de toute façon, Pecco allait refaire le plein de points. Ouais. Donc voilà, après, quand on joue, voilà, c'est un pilote, il a gagné 3 grands prix, là, il en gagne une quatrième, il veut aussi faire sa place, il est jeune. Voilà, bah, en tout cas, c'est super. Après, qu'est-ce qui s'est passé à Aragon dimanche soir? J'étais pas là pour le voir ni pour l'entendre. En tout cas, je suis curieux de me retrouver au Japon et d'aller voir d'aller voir un peu tout le monde chez Ducati pour sentir un peu, pour prendre la température, quoi. Ça va être intéressant. Mais, mais quel panache quand même, tenter un dépassement. Bagnaia, il était vite hein, à ce moment-là. Ouais, après, il était au-dessus en fin de course avec ses pneus. Et voilà, je pense que son dépassement, en tout cas, je veux dire, c'est vraiment propre, quoi. Et d'ailleurs, Bagnaia a été super dans sa réaction aussi, il a félicité. Enfin, voilà, c'est classe. Un petit mot sur Aleix Espargaro. Que pensez-vous de sa course, Margot? On va dire que déjà, il revient sur le podium, mais il avait dit que les trois derniers Grands Prix, ce n'étaient pas forcément les circuits sur lesquels il performait. Il en manque encore un petit peu pour pouvoir, bah, si on se bat pour le titre, peut-être aller se battre aux avant-postes avec Bagnaia et Bastianini à ce moment-là. Maintenant, il monte sur le podium, il récupère des points importants, vu qu'aussi Fabio était tombé. Donc, mathématiquement, c'est toujours possible aussi, puisqu'il reste 5 courses et qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, mais il en manque encore un peu s'il veut ce titre. Michel, Aleix Espargaro prétendant au titre, est-ce que vraiment il en a les moyens, Michel, cette année? Moi, je pense que troisième, voilà, c'est quelque part un peu sa place. Je pense il a profité en début de saison un peu du manque de performance, enfin, du fait que les Ducati n'étaient pas encore prêtes, en tout cas la GP22 et Pecco Bagnaia avec. Voilà, aujourd'hui, les autres ont progressé. On voit que Pecco enchaîne les victoires et Aleix, bon, déjà, il a enrayé une série de mauvais résultats et de problèmes, donc c'est pas mal de retrouver le podium, même si je pense qu'en Aragon, il espérait être mieux que ça, être plus proche des deux Ducati de tête. Voilà, après un podium, c'est bon à prendre. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Aleix Espargaro, on le sait, il est là depuis longtemps. Il a attendu 300 Grands Prix pour en gagner un. C'est pas non plus, c'est ni un Bagnaia, ni un Quartararo, ni un Bastianini. C'est un Ouais. pilote travailleur qui s'est hissé au meilleur niveau. Mais voilà, il y a toujours ce petit quelque chose en moins. Et puis bon, est-ce que l'Aprilia elle est au niveau de la Ducati aujourd'hui? Certainement pas non plus. Vinales est passé aussi, lui aussi, complètement à côté de son week-end, alors qu'il avait brillé sur les dernières épreuves. Ouais. Donc, c'est toujours compliqué de faire des comparaisons, hein. Les Ducati, en ce moment, on voit mal comment Fabio Quartararo peut lutter pour la fin de saison face à ces motos qui sont efficaces sur tous les circuits. Oui, après, voilà, comme on l'a expliqué lors de notre dernière émission, on va arriver sur des circuits où on n'a pas couru depuis 3 ans, enfin depuis 2019. Donc, il y a des inconnus. Motegi, la Thaïlande, c'est des circuits où Quartararo avait été très rapide en 2019, hein. C'est deux circuits où il avait bataillé avec Marquez pour la victoire, notamment en Thaïlande. Après, il y a Phillip Island. Est-ce que ça va mieux convenir, est-ce que ça va convenir à la Ducati ou pas? Il y a des inconnus, donc c'est vrai que Bagnaia est très fort en ce moment, il est en pleine confiance, mais bon, est-ce qu'il va pouvoir continuer à enchaîner comme ça les victoires? Là, pour la peine, Fabio a vraiment manqué de réussite parce que je pense qu'il faisait un top 5 s'il tombait pas. Euh, donc c'est sûr que là, la tendance elle est en faveur de Ducati et de Bagnaia, mais bon, il faut pas non plus.
il ne faut pas non plus dire que c'est perdu pour Fabio, quoi. Les Suzuki, aujourd'hui, c'est fini? Bah, c'est la débandade, hein. C'est la débandade depuis le Grand Prix d'Espagne, depuis le mois de mai, depuis l'annonce du retrait de la marque en fin d'année. Mir s'est blessé, bah là il a acheté l'éponge. Rins, il a la tête ailleurs déjà. C'est vrai que toute l'équipe, il y a ceux qui ont retrouvé du boulot, il y a ceux qui en cherchent encore. Donc c'est vrai que personne n'est vraiment focus sur la saison en cours. Donc je pense que c'est vraiment, quand on voit le niveau de la compétition aujourd'hui, le moindre détail a son importance. Quand on a une équipe qui est plus de la tête dedans le guidon, forcément on se retrouve derrière et ça marche pas, quoi. Donc je pense que là, Suzuki est victime aussi de la décision qui a été prise par la direction. L'équipe où ils vont arriver, Honda, pour eux aussi, c'est très difficile. Encore avec l'épisode Marquez-Nakagami ce week-end, c'est un week-end noir supplémentaire. Oui, oui, bah là il y a des choses à changer chez Honda, mais c'est vrai qu'on voit pas de ligne directrice, quoi. Là, Marquez est de retour, donc forcément, vu son niveau de prise de risque, il fait des miracles. Il est quand même tombé aux essais encore. Il a fait un rattrapage qui a encore tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'Honda va se dire, ben, on continue à s'en remettre aux prodiges de la maison ou voilà, je pense que là encore, le Grand Prix du Japon. On va être curieux de voir un peu ce qui s'y dit, ce qui s'y fait, quels sont les grands pontes du HRC qui vont être sur place. On aura peut-être un peu des enseignements à ce moment-là, quoi. Ouais, et pendant ce temps, le team Honda FCC TSR est titré en championnat du monde d'endurance. On en reparlera tout à l'heure. Un petit mot, évidemment, un grand mot même sur Johann Zarco, le week-end de Johann Zarco. Michel, toi, le Grand Prix de Johann. Écoute, moi, j'ai pas eu l'occasion d'échanger directement avec lui ce week-end, mais bah, c'est le résultat final est pas à la hauteur, évidemment, des attentes. Après Misano, il espérait, enfin, il pensait avoir un petit peu retrouvé un certain allant et ça n'a pas marché. Il est capable d'aller chercher un chrono aux essais comme il a fait pour passer de la Q1 à la Q2. Mais bon, il a un peu du mal à mettre, ça reste un peu brouillon, on va dire. Est-ce que, comme pour le même cas qu'Aleix Espargaro, est-ce que c'est le niveau aujourd'hui d'un Bagnaia de Bastianini qui est monté d'un cran et qui met tout le monde le couteau sous la gorge? C'est pas impossible. On voit que Fabio subit davantage qu'il y a encore quelques semaines. Donc, je pense que c'est compliqué pour tous ceux qui essaient de suivre, hein. On voit que Jorge Martin aussi est dans le dur. Là, depuis 2 courses, on a quand même 2 pilotes au-dessus du lot. Ce sont les 2 Italiens et 2 futurs coéquipiers l'an prochain. Donc, c'est vrai qu'on se dit que l'année prochaine, la Ducati, il va avoir un sacré tandem. Donc, ça sera peut-être pas toujours simple à gérer. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que sur cette fin de saison, là, Bagnaia et Bastianini, ils font vraiment très mal, quoi. Ouais, et puis un petit week-end solide encore de Marini. Ouais, bah Donc, lui aussi, hein, il profite de la bonne santé de sa moto, quoi. on va passer, Michel et Margot, au bol d'or. C'était les 100 ans du bol d'or cette année. Le Sunday Race Recap, c'est maintenant. Le Sunday Race Recap, évidemment, avec le bol d'or, beaucoup de pilotes de premier plan, avec l'arrivée notamment de Chas Davis, de Leon Aslam. C'est des gros calibres qui ne viennent pas seulement à Suzuka, Michel. Bah oui, l'endurance commence à intéresser des pilotes, des non spécialistes, hein, des pilotes plutôt de vitesse, ce qui fait que bah, le niveau est tiré vers le haut. Et alors, est-ce que c'est lié est-ce que à cela sont liés les cases qu'on a eues cette année? En tout cas, ça a été une véritable hécatombe parmi les officiels, hein, puisque dès le début de course, la Suzuki qui arrivait en tête du championnat, moto réputée la plus fiable, bah, elle a cassé avant la première heure. La BMW a cassé, la Yamaha Duarte a cassé aussi. Donc une vraie hécatombe. La Ducati, que l'on pensait tenir sa première victoire en EWC, a cassé 1 heure de l'arrivée. Voilà, finalement, on a eu une victoire de 2 motos privées, enfin une victoire d'une moto privée, hein, la 333 de Yannick Lucco, et la première moto d'usine, entre guillemets, c'est celle de Gilles Staffler, la Kawasaki SRC, qui termine sur le podium. Donc un joli clin d'œil à Gilles qui a pris sa retraite ce week-end. Ouais, une belle remontée de Randy et de Super ses remontée, coéquipiers, ouais. Étienne Masson et Florian Marino, qui, comme au Mans, n'ont rien lâché et ils sont remontés. Vraiment, c'est la récompense d'une abnégation du Randy de Pugnier, pilote d'endurance, qui est vraiment très fort dans cet exercice.
Ouais, ouais, bah c'est vrai qu'ils ont eu un incident samedi après-midi, un problème électronique qui fait que Florian Marino a tiré tout droit à Signe et il a ramené à la moto. Problème d'électronique, donc ils ont dû changer tout le faisceau électrique. Ils ont perdu une dizaine de tours. Ils se sont retrouvés aux alentours de la 30e place. Et c'est vrai que là, ça a quand même plombé un peu l'ambiance dans le garage Kawasaki. Mais voilà, ils n'ont pas lâché l'affaire. C'était la dernière de l'équipe, enfin de Gilles et de sa femme Isabelle. Et voilà, ils ont tout donné. Ils sont remontés. Ils ont profité aussi des abandons des autres. Mais ils n'ont plus d'incidents après. Au final, un podium, voilà, un podium au bol d'or, c'est toujours bon à prendre, hein, comme l'a dit Gilles à l'arrivée. Ouais, alors le bol d'or, et c'était pas n'importe quel bol d'or, c'était le bol d'or du centenaire. Je vais te demander, Margot, ce que tu as pensé de l'ambiance sur ce bol d'or. Mais on va faire un petit clin d'œil aussi à la Fédération française de motocyclisme qui a offert un casque à Patrick Casanova et à ses filles qui dirigent pour l'une l'organisation La Rivière et pour l'autre les titres La Rivière. Tu connais bien ce groupe, Michel. Moi aussi, j'ai travaillé 10 ans pour eux, mais toi, tu travailles encore pour La Rivière. C'est un beau cadeau, c'est un bel anniversaire. Il y a un livre qui a été édité, ce casque, donc, qui a été offert par la Fédération française de motocyclisme. Je crois que c'est une magnifique aventure. 1922, il y a 100 ans. Imaginez une course de moto en 1922, c'était complètement fou, une idée folle. Et donc aujourd'hui, le fait que cette épreuve ait pu exister durant toutes ces années et réussi à évoluer, à se rénover, à se réinventer, est quelque chose de tout à fait historique. Et je pense que cette épreuve fait partie du patrimoine du sport moto, mais pas seulement, du sport français. Et je crois que c'est une très grande fierté pour nous, Fédération française de moto, d'avoir ces courses de 24 heures qui font vraiment partie de l'ADN de notre pays et de la FFM. C'était important pour nous de remercier les éditions La Rivière, de remercier Patrick Casanova, parce que c'est lui en 69, avec toute une équipe de motoclubs franciliens qui a repris cette organisation et qui en a fait ce qu'elle est aujourd'hui, championnat du monde avec une reconnaissance internationale. Et donc c'était l'occasion de retracer ce parcours de cette épreuve qui a une spécificité parce qu'elle n'a pas de circuit. Elle a connu 7 circuits durant ces 100 années et donc c'était l'occasion de les remercier et de les féliciter. C'est une belle dynamique, c'était une belle édition, c'était très sympa, ce bol d'or du centenaire. Je voudrais savoir comment tu l'as vécu, toi, Margot, ce que tu en as pensé. En plus, pour moi, c'était la première fois que je me rendais sur une course d'endurance. Donc, c'était de belles, déjà d'une part, une course assez spectaculaire, mais c'est vrai qu'il y avait une certaine ambiance qui était particulière de voir tout ce monde dans le paddock et avec aussi la patrouille du coup de France qui est passée au-dessus sur la grille avec toute cette ambiance avant le départ. C'est toujours assez particulier quand c'est en France. Enfin, je compare un peu avec le Grand Prix de France aussi en moto. Donc, c'est toujours assez entraînant et très appréciable de voir tout ce monde et tout cet engouement autour de la moto. En super stock, une belle victoire de la Honda du RAC 41, Honda qui fait carton plein avec le titre mondial aussi. Tout à fait, oui, c'est la Honda numéro 5 FCC TC Honda France, emmenée par Mike Di Meglio, Josh Hook et Alan Techer qui remplaçait au bol, pardon, le Gino Rea. Donc, ironie de l'histoire, Alan avait été écarté en 2018 quand Mike est arrivé. Et voilà, là, c'est lui qui est venu prêter main forte à l'équipe pour aller chercher ce titre. Voilà. Il a été évidemment, ce succès a bien évidemment été dédié à Gino Rea, hein, qui est toujours voilà, qui se remet difficilement de son accident de Suzuka. Donc c'était un joli succès pour Honda. Ils ont fait une saison un peu à la manière du CERT de Dominique Mélian, hein. Ils n'ont pas gagné de course cette année, mais ils ont été là, ils ont pris les points quand il fallait. Là, ils ont assuré. Ils n'ont pas eu une course très facile parce que la Honda, on sait que depuis Suzuka, ils ont des problèmes d'échappement qu'ils n'ont pas résolu et donc ils ont changé 3 lignes d'échappement pendant la course, donc ça fait 3 fois 4-5 minutes de perdu. Ils ont également changé un radiateur d'huile en début de course, alors qu'ils jouaient devant en début de course, donc ils sont restés là, ils ont profité évidemment, on l'a dit, de la casse de la Suzuki. Ils ont aussi ensuite profité de la casse de la Kawasaki Tati qui était elle aussi en lice pour le titre. Donc voilà, une course intelligente. Ils ont vraiment assuré sur la fin. Les chronos étaient très lents. Ils sont pas partis pour essayer de jouer le podium avec la Kawa. Ils les ont laissés sur le podium. Ils savaient que
leur position leur permettait d'être champion et ça suffisait pour l'équipe, quoi. Bah, c'est super pour Fuji, c'est super pour Honda France et voilà, c'est vrai que c'est bien pour soutenir aussi Gino Rea à qui on pense, hein, qui combat aussi pour retrouver ses capacités. Donc Mm. une superbe édition du Bol d'Or. Et puis eh bien on va continuer cette émission avec le doc Ouais, et on va essayer de t'avoir Michel avec le doc tout à l'heure. ouais, mais tu m'as pas demandé moi ce que j'avais pensé de ce centenaire, David. Alors qu'as-tu pensé de ce centenaire, Ah, écoute, Michel? j'ai trouvé ça très. Non, mais comme toi, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Tu sais que moi, le Ricard, je suis né pas très loin, donc c'est mon circuit. C'est là où j'ai vu mon premier Grand Prix, je me rappelle mon premier bol d'or, c'est en 79. J'étais monté avec des copains à Mobilette, donc voilà, j'étais très content de voir le circuit plein à craquer. Enfin, plein à craquer. Il y avait beaucoup de monde, une super ambiance. On a dédicacé des livres. T'es monté sur le podium avec Track, donc c'était une chouette édition, quoi. Salut Mike, merci d'être avec nous dans After Sunday. Tu viens d'être titré champion du monde. C'était ce dimanche au Bol d'Or sur le circuit du Castellet. Là, tu es sur la route. Comment tu le vis, ça, ce titre? Bonjour à tous. Oui, vraiment, vraiment très bien. Surtout qu'après ma première saison en endurance avec le GMT, j'étais deuxième, donc c'était vraiment très dur pour moi de voir mes coéquipiers titrés, en sachant que sur 5 courses, on en avait gagné 3 d'affilée et j'avais raté qu'une course, donc c'était pas facile. Et j'ai couru après ça pendant longtemps et même l'année dernière, je me demandais si j'allais peut-être un jour être titré parce que je voyais toutes les années à chaque fois passer. Je me dis peut-être que je serais juste un vainqueur de course. Et voilà, ça n'a pas été une année facile, ça a été une année dure, on n'a rien lâché et de se dire que le boulot a été fait et bien fait et qu'au final on va chercher ce titre, ça fait vraiment du bien, surtout après toutes les péripéties qu'on a eues cette saison, c'est vraiment beaucoup de bonheur. D'accord, beaucoup de bonheur et un titre un peu particulier parce que tu as un coéquipier qui a été gravement accidenté à Suzuka, donc vous lui avez dédié ce titre. Bien sûr, Gino a eu un grave accident à Suzuka, il essaie de se remettre au mieux de cette chute. On pense beaucoup à lui, on sait que voilà, il aurait voulu être là parmi nous, mais on remercie beaucoup aussi Alan parce qu'il a fait un super boulot toute la course. C'est pas facile d'arriver et de savoir qu'il y a un titre en jeu et d'avoir la pression de bien faire, mais pas trop en faire pour chuter. Donc il a fait un boulot super, il s'est bien adapté et voilà, c'est sûr que toute la saison a pas été facile, que ce soit souci technique ou le grave accident de Gino à Suzuka. Mais voilà, finir comme ça, c'est super. Ouais, alors il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette course, beaucoup d'émotions et au fur et à mesure de la course, vous avez vu que le titre était envisageable. Tu y croyais, toi, à ce titre en arrivant sur le circuit Paul Ricard? Bien sûr, surtout en endurance, on sait que tant que le drapeau d'amis n'est pas baissé, tout peut se passer. L'année dernière et l'année d'avant, on a cassé. L'année dernière, Yuki était tombé 2 fois pendant la course. Et à chaque fois, en fait, qu'il chutait, on cassait le moteur. Donc, on espérait pas casser le moteur cette année. Le team a vraiment bien bossé pendant l'hiver pour essayer de fiabiliser encore plus la moto par rapport à l'année précédente. Et voilà, bon, après, on a eu de suite un premier souci avec le radiateur d'huile. Mais bon, ça, on va dire que c'est vraiment un fait de course. Après, il y a eu le pot qui a cassé plusieurs fois. Donc, ça, on savait qu'on allait devoir le changer avant la course parce on avait des problèmes de fiabilité dessus. Mais voilà, on a vu nos concurrents au fur et à mesure s'éliminer les uns après les autres. On a eu beaucoup peur avec la Tati Team parce qu'elle se bagarrait pour la victoire. On ne savait pas trop si la Ducati elle allait aller jusqu'au bout. Et en fait, on a essayé quand même de creuser un écart sur la 11 parce qu'on savait que si la Tati était deuxième, il fallait pas qu'on sorte du top 5. Et donc, on essayait quand même de garder un écart sans trop taper dedans pour pas casser aussi. Et quand la Tati a abandonné, on s'est mis en mode épicier à finir la course. C'était le plus important. En mode épicier, l'endurance, c'est une discipline que tu pratiques maintenant depuis plusieurs années. On rappelle, Mike, que tu as été titré en Grand Prix, c'était en 125, c'était en 2008, hein, si mes souvenirs sont C'est bons. ça. Donc, l'endurance, un peu toi, comme Randy, comme d'autres pilotes, de plus en plus de pilotes de Grand Prix arrivent en endurance et le niveau monte. Comment tu vois les choses, toi, de l'évolution de l'endurance? Je le vois bien. Eurosport Events donne le maximum pour déjà faire connaître au mieux cette discipline.
On voit de plus en plus de concurrents, des championnats mondiaux, que ce soit Grand Prix, Superbike, championnats d'autres aussi anglais, et venir dans ce championnat. Donc le niveau augmente, il y a de plus en plus de grosses écuries officielles ou des écuries même Tati Team privées qui sont de plus en plus compétitives. Donc c'est top, on a vu Léon Aslam venir sur la Tati Team, il a fait une super course, et voilà, c'est vraiment bien. Plus la concurrence sera dure, plus ça sera dur à être devant et plus le niveau va évoluer. On ne demande que ça. Moi, je Ouais, sais, quand je suis arrivé en endurance, c'est juste, pardon, Chini, il y a des pilotes qui m'ont dit que j'étais fou de rouler comme ça à fond tout le temps. Mais je ouais. dis, je sais pas, je roule pas à fond, mais je donne le maximum que je peux à chaque fois, en essayant de pas chuter. Et je pense qu'on a changé d'état d'esprit parce qu'avant, beaucoup de pilotes essaient de se préserver. Et maintenant, on oublie ça, en fait. Chaque relais, on donne le maximum. C'est des courses sprint à chaque fois et on essaie que le team soit les meilleurs au stand, que nous soyons les meilleurs sur la piste, et à faire des relais, à rien perdre. On va dire rouler tout le temps une 54 entre 0 et 5 tout le temps, qu'on double 0 ou 10 personnes. Et voilà, c'est ce que je pense qui va être de plus en plus dur en endurance parce qu'il va falloir être bon partout. Et on a vu que cette année, avec le CERT et le YART et la BM, même la Kawa, même si elle avait un petit peu de mal parce qu'elle a changé d'électronique, mais on voyait que les relais étaient, il fallait rien lâcher. Chaque dixième en piste était important à aller chercher parce que c'était très dur après de récupérer. Alors explique-nous, Mike, justement, tu dis rouler à fond. Explique-nous comment on peut réaliser un meilleur chrono absolu de nuit comme tu avais fait aux 24 heures du Mans. Je crois que tu avais battu le record du premier relais au milieu de la nuit. Tu vois aussi bien la nuit que le jour ou quoi? C'est quoi le truc? Je pense que maintenant, en 2022, on a la chance de pouvoir courir sur des circuits comme le Mans et le Castellet qui sont vraiment très bien éclairés. Et on est vraiment, on va dire, on a besoin d'un relais pour s'adapter à ces conditions, mais on va vraiment bien. Et puis la nuit, en fait, tout est mieux. Le moteur marche mieux parce qu'il fait plus frais, les pneus travaillent mieux. Donc, on va pas dire que c'est plus facile, mais ça aide beaucoup. Donc, c'est pour ça que souvent, je roule plus vite la nuit que le jour parce que j'ai ces conditions qui me permettent d'aller plus vite. D'accord. Alors, un petit rappel de ton palmarès en endurance, parce que ça commence à faire un beau palmarès. Tu as gagné plusieurs courses et maintenant tu es champion du monde. Tu nous fais un petit rappel? Alors, j'ai gagné deux fois le Mans, 24 heures du Mans, deux fois le bol. J'ai été deux fois vice-champion du monde, donc Mhm. 2017, l'année 2016, 2017, 2017, 2018. Après deux fois troisième et cette année titré. D'accord. Donc, ça commence à être pas mal. Et là, tu es en voiture, tu te diriges où? En fait, après la course avec ma copine, on a dit, on savait pas trop où on allait. On a dit, on verra au jour au jour. Donc jusqu'à vendredi où je récupère mes enfants, on profite. J'ai vu des amis et là, on va en Espagne, sur Barcelone et demain, on rentre en France. On D'accord. essaie Donc, pas de se de, relâcher un petit peu. c'est pas des essais. Non, non, c'est vraiment des vacances jusqu'à vendredi. M'accorde, je me dis, une semaine où je off total et après, à partir de la semaine prochaine, je me remets au sport pour préparer l'année prochaine. Bah, merci de nous avoir accordé cette interview et puis repose-toi bien. C'est un repos bien mérité Merci. après après ce superbe titre mondial. Un petit mot, Mike, un dernier petit mot sur le Grand Prix. Tu as eu le temps de voir ce qui s'est passé. Tu as regardé un peu des images? Ah oui, bien sûr, j'ai regardé. J'ai regardé J'ai pas eu les qualifs, j'ai pas eu le temps de les regarder, mais je les regarderai de nouveau. Mais oui, non, pour ma part, c'est un fait de course. Après, c'est un petit peu difficile. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'agacent par rapport au fait à Marquez, mais bon, je pense qu'il a fait un super départ. Ça, c'est la folie Marquez quand on voit le départ qu'il fait. Mais après, c'est un fait de course. Il perd l'arrière. Fabio est là, il se rentre dedans. Euh, donc voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, je pense que c'est bien pour le championnat. Ça remet les cartes un petit peu sur table et ça va faire de belles courses pour l'avenir. Et Bastianini, Bagnaia, tu comprends qu'il n'y ait pas de consigne d'équipe ou que Bastianini les applique pas ou les respecte pas? Je pense qu'il n'y a pas de par rapport à la victoire, comme ils l'ont dit, il n'y a pas d'obligation. Mais je pense que si à la fin, ils perdent le titre pour quelques points, ils vont se mordre les doigts. D'accord. Ok, merci, merci Mike, et puis bonne route, bon repos, et à Merci bientôt. beaucoup. Bienvenue Thomas, merci de nous rejoindre pour parler de stats. Et là, cette fois, tu vas plus te faire marcher sur les pieds ni par Margot ni par Michel. Tu as les stats pour toi tout seul. Donc, on commence par quelles statistiques?
Eh ben écoute, le truc c'est que quand j'ai plein de choses à dire, je me fais spoiler toutes mes statistiques. Et là, ce week-end, il n'y a pas énormément de choses à dire, malheureusement. Mais non, encore des choses autour de Ducati parce qu'on est sur, mine de rien, en fait, avec Enea Bastianini devant Francesco Bagnaia, en fait, là, cette année, Ouais. Ducati a déjà cumulé 24 podiums, ce qui égale le record de la saison passée. Donc déjà, Ouais. il en reste encore 5 Grands Prix. Ouais. Donc c'est impressionnant. Ils ont toujours quasiment figuré sur le podium cette saison et surtout, ils ont déjà ravi le titre constructeur, donc leur Ouais. quatrième en catégorie reine. Donc voilà, une domination des Ducati avec 8 machines sur la grille. On pouvait s'imaginer un tel résultat forcément à quelques Grands Prix de la fin, quoi. Alors les chiffres parlent, mais les images aussi parlent, hein. En l'occurrence, on n'a pas besoin des chiffres. Est-ce que tu en as d'autres, néanmoins, des chiffres? Ouais, écoute, Francesco Bagnaia, bon, effectivement, Enea Bastiani il a comment dire, interrompu sa séquence de 4 victoires consécutives. La cinquième, il aurait pu faire quelque chose de grandiose, mais il termine quand même sur le podium. 5 podiums de suite en MotoGP. Sur la grille actuelle, seuls maintenant Francesco Bagnaia et Marc Marquez ont réussi à faire ça. Personne d'autre l'a réussi sur la grille actuelle, hein, j'entends. Donc, je retire Andrea Dovizioso qui est parti à la retraite il y a un Grand Prix parce que Oui. lui, il avait réussi par le passé. Mais sinon, Francesco Bagnaia, il n'y a que Marc Marquez qui est arrivé par le passé. Donc déjà, je trouve que c'est quand même une performance à souligner, parce que même Ouais. s'il n'est pas champion du monde ou autre, ça reste quand même une très belle performance. Oui, alors effectivement, on a encore une fois une performance des machines européennes, Oui. parce que si on regarde le top 8, ce ne sont que des machines européennes. La première machine japonaise, c'est Alex Rins en 9e position. Autant de machines européennes dans le top 8, ce n'est pas arrivé depuis 1969. Voilà, donc ça reste encore une fois quelque chose d'assez représentatif de la grille actuelle, dominée par les Européens et avec des Japonaises qui sont vraiment en retrait. On en aura 2 de moins la saison prochaine avec le retrait de Suzuki et 2 de moins avec 2 de moins chez Yamaha. Donc, on n'aura plus que 4 machines japonaises sur la grille la saison prochaine. Donc, ce record est amené encore à être battu, quoi. On est peut-être Voilà. en train d'assister à un changement d'époque, un changement d'air. Ouais, voilà, de toute façon, c'est un peu comme les effets de mode, c'est un peu comme les vêtements, la mode, tu vois, ça revient, c'est un un éternel recommencement. On se souvient des années 50, 60, 70 avec la domination des Italiennes ou des Européens, MV Agusta, Norton, Gilera. Et là, Ouais. maintenant, on revient un peu à cette époque-là, quoi. C'est Merci ça, Thomas, à bientôt, à avec la semaine plaisir. prochaine. Bonjour André, Paddock GP a bien marché ce week-end parce que le Grand Prix était particulièrement animé. Oui, tout à fait. Il a été particulièrement animé. Les passionnés ont aussi été particulièrement intéressés par les événements d'Aragon et notamment son départ chaotique. Les cartes sont redistribuées, les compteurs sont quasiment remis à zéro, alors qu'il reste 5 grands prix, donc 4 en Outre-mer, ce qui ouvre à l'incertitude complète. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des grands prix en Outre-mer n'ont plus été accomplis, vécus depuis 2019, donc dans le monde d'avant. Et Bastianini, notamment, fait partie de ces pilotes qui découvriront le Japon, notamment sur une MotoGP, parce qu'ils ne connaissent pas le Motegi sur une MotoGP. Alors, ce week-end, il s'est passé beaucoup de choses. Avec toi, on va parler d'un fait particulièrement précis, puisque vous avez travaillé sur Fabio Quartararo et sa chute, en particulier les conséquences de sa chute, puisqu'on a vu qu'il s'est blessé à l'abdomen et ça te pose particulièrement question. Ben oui, ça pose question, ça ne concerne pas forcément Fabio Quartararo, sachant que Fabio Quartararo est le catalyseur de cette réflexion, parce que c'est la dernière victime en date, parce qu'il faut bien parler de victime en la circonstance. C'est que depuis quelques temps, et depuis, on va dire, l'an dernier, les combinaisons des pilotes ont une fâcheuse tendance à s'ouvrir pendant qu'ils chutent, ce qui est particulièrement grave quand même. Et c'est une question qui est rarement abordée dans les commissions de sécurité ou autres, ou parmi les officiels.
semblerait que ce soit normal que maintenant les combinaisons s'ouvrent. Alors, de mémoire, et je m'en réfère à toi, David, qui est un pilote et qui a beaucoup plus d'ancienneté dans le milieu de la moto que moi, il ne me semble pas qu'avant, les combinaisons s'amusaient à s'ouvrir à chaque choc sur les pilotes. Parce qu'on a quand même eu, certes, l'an dernier, ce n'était pas une chute, mais la combinaison de Fabio s'est ouverte en pleine course. Mais heureusement, il n'y a pas eu de chute, ça c'était l'an dernier. Mais ensuite, les événements ont continué. C'est-à-dire que nous avons eu cette année Jorge Martin qui a fait le Grand Prix d'Autriche, la combinaison ouverte, sans jamais être sanctionné. Alors Fabio a été sanctionné l'an dernier. Là, il faut qu'on nous explique pourquoi. Dans un second temps, on a eu quand même Alex Espargaro, dans son gros volume qu'il a pris à Silverstone. On le retrouve par terre, la combinaison ouverte. On se demande pourquoi cette combinaison s'est ouverte. Et là, la dernière en date, à Aragon, ça concerne encore une fois Fabio. On voit bien les photos, si vous allez sur le site Paddock GP, on voit bien les photos, où vous trouverez Fabio Quartararo en pantin désarticulé, c'est particulièrement anxiogène, avec le torse à l'air, parce que la fermeture a pété. Donc, on aimerait savoir ce qui se passe avec les combinaisons, quand même, avoir un vrai sujet, une vraie question sur les combinaisons. Il ne s'agit pas de marque, parce que la marque de Alex Espargaro est différente de celle de Fabio Quartararo, qui est identique néanmoins à celle de Jorge Martin, donc on ne citera pas la marque, mais néanmoins, on voudrait quand même comprendre ce qui se passe avec les fermetures des combinaisons, et notamment depuis qu'il y a l'airbag. Alors, je pense que c'est lié, c'est-à-dire que le déclenchement de l'airbag doit mettre en contrainte les fermetures qui ne sont pas encore sécurisées, pas encore étudiées pour résister au déclenchement de l'airbag. Alors c'est une théorie qui mérite d'être creusée auprès des fabricants et qui nous mérite quand même d'avoir un éclaircissement. Parce que là, j'ai lu d'Italie que la combinaison était, je ne citerai pas la marque, mais elle est partie à l'expertise. Comme elle n'était pas déjà partie à l'expertise lorsqu'elle s'est ouverte en Catalogne l'an dernier, enfin, la dernière fois, on nous avait eu un rapport en disant qu'ils ne comprenaient pas pourquoi c'était arrivé et qu'ils avaient renforcé la fermeture. Néanmoins, ils n'ont pas visiblement suffisamment renforcé la fermeture. On a retrouvé encore une fois à Quartararo le torse à l'air. Donc là, à un moment donné, il va falloir vraiment se poser des questions, vraiment aussi au niveau des officiels, au niveau de Dorna, au niveau de la FIMEO, se poser aussi des vraies questions, parce que jusque-là, ça ne s'est pas trop mal passé, mais je te laisse imaginer, et toi tu es un pilote, et tu as déjà connu les affres de la blessure, je te laisse imaginer véritablement un vrai choc, ou alors cette fois-ci, la combinaison, finalement, ne tient pas le choc et le pilote se retrouve la peau sur la piste, ça va être une catastrophe. Donc on ne va pas être alarmiste, ça fait 3 fois cette saison. Jorge Martin, combinaison ouverte en Autriche. Alex Espargaro, combinaison ouverte par terre à Silverstone. Fabio Quartararo, combinaison ouverte en Aragon. C'est une question qui mérite d'être posée à l'heure où la sécurité et l'airbag est obligatoire. Ce n'est pas trop commenté, à part sur Paddock GP. Vous avez soulevé la question. Tu as vu la question soulevée sur d'autres sites étrangers ? Alors, j'ai vu la question soulevée sur d'autres sites étrangers après notre article en Italie. Après notre article, ça a bougé en Italie, et notamment les questions qui ont été posées aux fabricants de combinaisons, qui a répondu que la combinaison était sous expertise. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Merci André pour ces réflexions, ces débats qui sont animés sur Paddock GP, sur le site bien sûr, sur la page Facebook. Et puis pour terminer, je crois que vous avez presque battu votre record ce week-end. Oui, tout à fait. Au niveau audience, merci à tous ceux qui viennent nous voir et sont passionnés aussi de moto et de MotoGP et de Grand Prix. On les remercie beaucoup. Oui, tout à fait. Nous avons eu de très bonnes audiences et on espère que ça va durer, bien évidemment. Merci André. On se retrouve le week-end prochain. On se fait un petit débrief du Grand Prix du Japon. Tout à fait, on se lèvera tôt, de bonne humeur, et on sera ravis d'assister à la suite, d'autant plus que le Japon, tout ça dans une tourmente, dans une tempête à l'Aragon, et le Grand Prix de Japon sera menacé par un typhon. Alors tous les éléments, y compris du ciel, sont en place pour un grand spectacle. Et c'est pas la faute à Marquez cette fois. Et c'est pas la faute à Marquez. Merci André, à très vite. Merci, salut. Au revoir David, ciao. On commence par le Moto 3 comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Allez, on commence par le Moto 3. C'est parti avec une domination de Izan Guevara. Et cette victoire, elle est très importante. Une victoire très importante puisque ça l'amène à avoir encore plus d'avance au championnat sur son coéquipier Sergio Garcia.
Et donc, comme tu dis, important parce qu'en plus de ça, c'était une belle démonstration de sa part puisqu'il a été très, très, très régulier. Il a roulé en 1,58 ou 1,58,5 maximum tout au long de la course. Donc, avec un rythme élevé et régulier, sachant qu'il avait signé la pole en 1 minute 57 et 868 millièmes, pardon. C'est sa 4e victoire de la saison, dont la 3e en Espagne à domicile. Donc, comme j'ai dit, 33 points d'avance sur Sergio Garcia, c'est plus d'une victoire au championnat et c'est pas négligeable à 5 courses de la fin, sachant que Sergio Garcia est en difficulté. Clairement, Izan Guevara est meilleur dans cette deuxième partie de saison, même un petit peu avant. Et le numéro 11, Garcia, a expliqué que c'était un week-end de plus qui était difficile puisqu'il termine en 13e position. Il a fait beaucoup d'erreurs au point de freinage et en entrée de virage. Mais bon, il explique rester calme, rester focus et pour se concentrer sur le reste et pour arriver au Japon. Et un premier podium pour Daniel Olgado. C'est ça, le premier rookie qui monte sur son premier podium, donc la 3e marche. Et lui aussi a réussi à suivre le groupe de devant, donc composé d'Izan Guevara et Ayumu Sasaki. Et il a expliqué qu'il croyait quand même à cette victoire jusqu'à la mi-course, mais il a quand même dû décrocher à un moment donné. C'est son meilleur résultat, sachant que son meilleur résultat remontait il y a 2 semaines, tout juste. C'était une 5e place à Saint-Marin. Et il réalise sa 3e première ligne consécutive, sachant qu'il avait réalisé une pole position en Autriche. Et il reprend un tout petit peu d'air en plus encore au championnat des rookies, puisqu'il a 19 points d'avance sur le Brésilien Diogo Moreira. Et je voudrais un tout petit peu aussi revenir sur Ayumu Sasaki, qui signe lui donc une 2e place, et donc son 6e podium de la saison. Et c'est d'ailleurs le 3e après sa chute au Mugello. Il est toujours, en fait, malgré les blessures qu'il a eues aux avant-postes, il est aussi mathématiquement toujours prétendant au titre, puisqu'il a 71 points de retard et il est 4e. Mais il faut vraiment compter sur lui pour les prochaines courses aussi aux avant-postes et aussi pour la prochaine saison. Et là, c'est une bonne surprise pour Tech 3. Exactement, puisque c'est le meilleur week-end de leur saison, les meilleurs résultats, puisque c'est une 4e et une 5e place. Donc Denis Onjo, partait 13e sur la grille, puisqu'il y a eu un problème technique en qualification. Mais malgré tout ça, il a réussi à faire une très bonne course. Il n'est pas parti dans le bon wagon. Il était en tête du 2e groupe de pilotes, mais il a réussi à se détacher. Il avait le même rythme que les pilotes de tête, mais il n'a pas réussi à les rattraper, sachant qu'il a réalisé le nouveau record du meilleur tour en course, qui est de 1 minute 57 et 896 millièmes. Et ensuite, il y a Pitito Fernandez, donc le frère de Raúl Fernandez, qui partait lui de la 15e place sur la grille et qui signe donc son meilleur résultat aussi en Moto 3 depuis son arrivée l'année dernière, une 5e position. Et il se battait donc dans ce fameux groupe de pilotes qui était assez long. Et il est même d'ailleurs retourné en 4e position à quelques tours de la fin, mais il a réussi à remonter. Et sachant que sa meilleure position pour l'instant, c'était une 6e place au Mans. Et l'image du week-end, c'était en partie aussi avec lui, puisque c'est un peu l'image de la honte, enfin je la qualifierais comme ça, avec les 2 mécanos du team de Max Biaggi qui sont venus et qui l'ont empêché de partir en Q2, qui ont appuyé sur les freins. Il y a eu, les datas l'ont bien montré. Donc ils écopent de 2 000 € d'amende et de 2 grands prix d'exclusion. Enfin, si ça ne s'arrête que là. Je sais ça, Michel, on va en dire un mot. C'est lunaire cette histoire là. C'est pas possible. Complètement, mais ça s'est mal fini. Déjà, je pense qu'ils sont. De toute façon, Max a bien réagi. Des sanctions supplémentaires seraient prises. Et puis surtout, ça finit en bagarre le soir dans le paddock. Donc, super. Apparemment, les deux mécanos sont allés hurler sur les frères Fernandez dans le paddock. Ils ont insulté la mère et le père s'en est mêlé. Je crois que ça finit avec un nez cassé à l'hôpital pour un et la police le lendemain matin dans le paddock. Qu'est-ce qu'ils ont, ces mécanos, contre le clan Fernandez? Non, mais je pense qu'il s'est passé. Il doit y avoir un antécédent sur la piste avec un des pilotes, avec Sasaki certainement. Ou après, je sais pas si est-ce que c'est des histoires hispano-espagnoles. En tout cas, c'est pas une très belle image. Ils n'ont pas leur place sur un paddock, on est d'accord. Non. L'image, effectivement, comme dit Margot, c'est l'image de la honte. Alors, un petit point rapide sur les transferts. Margot, on passe au Moto 2. C'est ça, exactement. On a eu pas mal de transferts, d'informations ces derniers jours,
puisque donc Lorenzo Felon, on s'en doutait, mais il continue donc en Moto 3 avec le team d'Alain Brenet, donc avec CIP. Et d'ailleurs, Lorenzo Felon n'a pas pu finir sa course ce week-end, parce qu'il a été emporté dans le premier virage et il a dû se retirer. Ensuite, donc Daniel Ogado, dont on a parlé, ira chez Tech 3 l'année prochaine, avec Filippo Farioli, qui nous provient de la Red Bull Rookies Cup et du championnat Moto 3 Junior. C'est un pilote italien, mais il est né le 4 avril 2005 et avec la nouvelle règle, techniquement, il ne devrait pas être à la première course au Portugal puisqu'il n'aura pas encore 18 ans. Romain Mazia, oui, qui revient chez Léopard Racing. Et pour refaire le lien avec le Moto 2, donc Denis Foggia, on en avait parlé il y a 2 semaines, pardon, pas l'année dernière, qui monte en Moto 2 avec le team Ital Trans. Il y a également Sergio Garcia avec le team de Cito Pons. Et normalement, Izan Guevara devrait également passer dans la catégorie supérieure, mais pour l'instant, rien n'a été annoncé ou officialisé. Allez, la catégorie supérieure, justement, on en parle, c'est le Moto 2 avec un podium 100% espagnol à domicile. Avec la deuxième victoire de Pedro Acosta dans la catégorie. Il a été très très rapide, lui aussi avec de bons chronos en 1 minute 52. Il était globalement plus vite qu'Aaron Canet, que son coéquipier aussi Augusto Fernandez. Il avait un meilleur rythme, sachant qu'il partait 6e de la grille et il a pris les commandes de la course aux alentours du 10e tour. Et il a toujours un peu mal malgré sa blessure et qui était quand même, on peut le dire, intervenu au mauvais moment, sachant qu'il avait trouvé les clés et qu'il commençait à être rapide et bon sur cette Moto 2. Mais là, on a l'impression que c'est revenu et qu'il est en capacité de se battre beaucoup plus pour les victoires. D'accord, Canet, bon second. Encore une seconde place. Donc, il nous a offert, certes, une belle bataille avec Augusto Fernandez, mais c'est son 7e podium de la saison. Donc, il n'en a jamais autant fait dans la catégorie. Mais est-ce qu'un jour, il réussira à monter sur la première marche? Parce que sur ces 7 podiums, 6 sont des secondes places. Donc, il est très constant, comme je dis de ce côté-là. Mais il y a ce petit manque de concrétisation. Et sachant qu'il est dans la catégorie depuis 2020, la victoire commence à se faire attendre, notamment pour lui. D'accord, Augusto Fernandez bien parti. Oui, il était bien parti. Il avait un petit peu d'avance. Il faisait un petit peu comme Izan Guevara. Ça reste quand même l'homme fort du moment parce qu'il s'est fait donc dépasser par son coéquipier Pedro Acosta. Il termine 3e de la course. Il a expliqué qu'il s'est retrouvé avec un peu moins d'aisance sur sa moto à la mi-course, notamment à cause de son pneu avant. Malgré tout, ça reste des points importants au championnat. Il n'y a que 7 points qui les séparent d'Ayogura, qui assure quand même les points aussi, lui au championnat, avec une belle bataille avec Tony Arbolino. Et pour revenir sur Augusto Fernandez, il a d'ailleurs été officialisé par le team Tech 3 pour l'année prochaine en MotoGP. Il n'avait pas été officialisé, mais l'information était sortie. Ça y est, c'est sorti. Michel, ces transferts là avec les pilotes Moto 2 qui montent en MotoGP un petit tour et puis s'en va, ça risque d'être la même chose pour Augusto Fernandez. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rémi Garner n'a pas fait l'affaire. Je pense que lui, il ne sentait pas forcément non plus très bien en MotoGP. Donc là, il va aller en Superbike sur une Yamaha et non pas sur une Ducati, comme on l'avait évoqué la dernière fois. Mais voilà, les places sont chères. Certains constructeurs, les constructeurs font pas de cadeaux, les équipes non plus. Il y a des enjeux, il y a de l'argent. C'est vrai qu'on l'a dit, ne pas laisser une deuxième chance à un pilote qui a fait une première année sur une moto difficile, c'est pas vraiment, c'est à la fois dommage et pas très sport. Mais voilà, c'est un peu Dallas le MotoGP. C'est un peu Dallas. En tout cas, merci pour ce débrief, merci pour cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du prochain Grand Prix. Et on se retrouve avec l'équipe au complet, cette fois avec Eric Sélis et avec Thomas Morcellino. Salut à tous, salut Michel, salut Margot. Salut. Salut.